chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Altiplano, un jeu de Rainer Stockhausen chez DLP Games, distribué par Pixie Games. Illustration Clemens Franz, donc un grand classique, donc manifestement une équipe d'origine bolivienne, je crois qu'on peut clairement le dire. Et donc dans Altiplano, eh bien, on va aller donc, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, autour du lac Titicaca, sur les hauts plateaux andins, là où il y a du vent, du froid, où très peu de choses poussent. Eh bien, on va essayer de survivre dans cet environnement hostile en développant sa plantation, son village, son exploitation, en récoltant des ressources et en accumulant évidemment à la fin des points de victoire, grand classique. Alors, l'auteur du jeu est l'auteur d'Orléans, et donc il a repris le même système de backbuilding, où on va progressivement récolter des ressources qu'on mettra chaque fois au début de chaque tour, je vais expliquer, dans son sac personnel. Et c'est de là qu'on va tirer les ressources en question qui permettront d'accumuler soit d'autres ressources, soit de construire des maisons, acheter des bateaux, accumuler des points de victoire et ainsi de suite. Donc de vraiment développer son jeu, mais exactement le même système de backbuilding qui fonctionne d'ailleurs, soit dit en passant, très très bien. Donc la base du jeu, à chaque tour, le joueur, donc on peut montrer le plateau personnel, donc chaque joueur, on va jouer en même temps, va d'abord prendre un certain nombre de jetons, ressources, je vais expliquer dans 2 secondes les différentes ressources, en fonction de l'état d'avancée sur la piste ressources, qu'on va voir après sur le plateau général. Donc il prend un certain nombre de ressources, imaginons ici 5, et... D'où il prend ses ressources? Donc, il les prend du sac, bien sûr, donc soit du sac, soit soit il les prend en fait en récupérant, je dirais à la fin de chaque tour, en récupérant des ressources qui sont encore ici. Donc il va jusqu'au nombre qui lui est autorisé, donc ça peut aller jusqu'à 8, donc ici 5. Et ensuite à son tour, on a dans la deuxième phase par tous les joueurs la programmation, donc il va allouer ses différentes ressources sur toutes les actions possibles ici sur son plateau personnel. Et donc on prend un exemple, voilà, il les met là, voilà, et bien qu'est-ce que ça permet ici au moment où ce sera son tour de jeu, donc une fois que tout le monde a planifié, tout le monde a mis ses ressources sur les différentes actions, on commence, premier joueur d'abord, le premier joueur tourne à chaque tour, et bien il fait une action, il va échanger son alpaga et sa nourriture ici contre une bobine de fil. Et vous voyez que la bobine de fil, si on l'associe à de la nourriture, à un tour ultérieur, eh bien on peut recevoir une belle étoffe. Un seul alpaga permet d'obtenir une nourriture. Évidemment, si on a mis 2 alpagas, si j'avais fait ceci, eh bien on pourrait avoir 2 nourritures directement. Même principe ici en bas, dans la montagne, eh bien 2 nourritures permettent d'avoir une pierre, un minerai et une nourriture permettent d'avoir un collier en argent. Ici dans la forêt, 2 nourritures permettent d'avoir un bois et un cacao, une feuille de cacao permet d'avoir soit une nourriture, soit une étoffe, soit un verre. Là, on va expliquer dans 2 secondes la piste d'avancement. Ici au port, un poisson, une nourriture permettent d'avoir une nourriture, 2 poissons, une pierre, et 2 bois, un bateau, qu'on va expliquer également après. Et dernier point à expliquer, l'endroit, donc le marché. Non, pardon, j'ai sauté la maison. Le marché, même principe, sauf qu'ici, évidemment, il y a de l'argent. Donc ça, c'est de l'argent qui rentre en compte. Et donc, on peut vendre des ressources soit pour 1 argent, 2 argent pour les étoffes et 3 argent pour les colliers en argent. Donc 3 pièces, on va dire, pour les colliers en argent. Et avec l'argent, on va pouvoir, je vais le montrer sur le plateau général, acheter soit des extensions de son domaine, on en voit quelques-unes ici, soit des contrats qui permettront, sous certaines conditions, de gagner des points de victoire à la fin de la partie. En voilà 2 beaux exemples. 2 derniers points à mentionner sur le plateau personnel. Donc il reste la maison, maison qui permettra de faire plusieurs choses. Donc soit d'acheter des charrettes, on va voir dans 2 secondes ici les charrettes, soit de stocker définitivement des ressources dont on n'a plus besoin. On va les mettre dans son espace de stockage. Et j'explique déjà, à chaque fois qu'on a une ligne d'espace de stockage qui est complète, à la fin de la partie, on score le nombre de points qui se trouve là. Et vous avez déjà deviné en voyant ce plateau de stockage, l'entrepôt, qu'on doit mettre évidemment la même ressource dans une seule et même ligne, sachant que le maïs ici est un joker. Donc,
si on commence une ligne par du maïs, on est obligé de faire toute la ligne. Par contre, imaginons que je réussis à obtenir un maïs supplémentaire dans un tour ultérieur, eh bien, je pourrais très bien le mettre ici pour terminer ma ligne de minerai. Donc ça, c'est l'entrepôt. Et la dernière action que permet ici la maison, c'est de construire justement une maison en payant 2 pierres. Et on va voir sur le plateau global ce que permet cette maison en question. Last but not least, les charrettes permettent en fait de déplacer son pion. On va voir sur le plateau global. Pour pouvoir réaliser n'importe laquelle de ces actions, eh bien, il faut se trouver sur l'emplacement qui est mentionné ici par l'action en question. Donc ici, pour l'action, une de ces 3 actions-là, eh bien, il faut être sur l'emplacement alpaga, sur le plateau central. Ici, il faut être sur l'emplacement montagne. Ici, il faut être sur l'emplacement forêt. Et vous voyez, sur le plateau global, on retrouve ici l'alpaga, on retrouve la forêt, on retrouve le chemin dans la forêt, on retrouve la maison, le marché et ainsi de suite. Et donc ces charrettes permettent de déplacer son pion de 1 à 3 cases dans n'importe quel sens. Et donc comme vous voyez tout de suite il y a 7 emplacements, et bien ça permet d'aller avec cette charrette n'importe où. Si je suis ici, je peux faire 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3. Donc j'ai accès à n'importe quelle case du plateau en un déplacement. Et ensuite, si je mets ici du maïs, je vais pouvoir me déplacer d'une seule case, pas du maïs, pardon, de la nourriture, en dépensant cette nourriture. Et si j'ai acheté ici une charrette, eh bien, j'ai une charrette complète en plus avec toujours une nourriture qui me permettra de nouveau de me déplacer de 1 à 3 cases. Donc cette notion de déplacement, c'est une très bonne idée et c'est assez important parce qu'au début on se dit « Ah bah facile, je vais aller là, puis j'aurai besoin de ça, puis je vais aller là ». Mais non, il faut pouvoir se déplacer pour faire tout ça. Et donc si on a un seul déplacement, moi je pars d'ici, je dois aller là pour faire une action avec le lama. Ben, si après je dois aller dans la montagne, eh bien, si j'ai plus de charrette et ou plus de nourriture, eh bien, je suis calé et donc je dois attendre le tour suivant. À la fin de chaque tour, imaginons, voilà, on a joué, le joueur a mis ça, voilà, comme ça, comme ça. Et bien, donc quand je fais l'action, en fait, je vais mettre mes ressources, je vais les mettre dans mon espèce de petite cassette personnelle. Imaginons, j'utilise ces deux-là, puis celle-là, et puis celle-là parce que je me suis déplacé, comme ça, très bien. Et bien, à la fin, le joueur va pouvoir récupérer, donc comme j'ai dit, on était à 5 ici, donc il peut récupérer 5 pions. Donc il met tous les pions qui se trouvent dans sa réserve personnelle dans son sac, dans lequel il y a sans doute d'autres pions, et il en tire 5, soit de son sac, soit celles qui ont les ressources ici qui n'ont pas été utilisées, il peut, s'il veut, les mettre en disant, bah, tiens, moi j'ai absolument besoin de 2 colliers en argent, ah, bah, ça tombe bien, ils étaient là non utilisés, je les mets, et puis je complète en prenant 3 autres sources, voilà, que je mets pour faire 5. Et il pourrait faire évidemment n'importe quelle combinaison, s'il veut 5 au hasard, très bien, et s'il en veut 5 ici parce qu'il en a 5 non utilisés, il peut les mettre. Oui, juste, tu peux remplir que quand ton sac est vide. On peut remplir que quand son sac est vide. Absolument. On peut remplir que quand son sac est vide. Donc sur le plateau, j'ai dit, bah, on voit les endroits, les différents endroits où on doit se trouver pour faire les actions. Il y a encore 2-3 choses particulières à mentionner. Donc les bateaux, construire un bateau, ça signifie simplement prendre une carte bateau qui rapporte 2 points à la fin de la partie et qui donne immédiatement un jeton de la ressource indiquée. D'accord ? Donc, si on n'a pas d'alpaga, par exemple, eh bien, voilà, là, on reçoit un alpaga directement. Les maisons, on va d'abord commencer par les maisons, donnent 4 points de victoire à la fin de la partie et augmentent la valeur de 1 de la ressource en question à la fin de la partie. Donc, si moi j'ai 5 alpagas, par exemple, à la fin de la partie, où je vais vous montrer tout de suite l'échelle, chaque ressource a une valeur en points de victoire, eh bien, mes alpagas vaudront 1 de plus. Donc, si j'ai 5 alpagas, bien, grâce à cette maison, j'aurai 5 points en plus. Si j'ai... enfin, oui, c'est la même chose pour toutes, et donc 4 points par maison. Et ensuite, les contrats. Donc, acheter un contrat et puis les réaliser. Donc, l'acheter, ça coûte 1. Le réaliser, ça signifie quoi? C'est simplement mettre les ressources nécessaires sur le contrat en question. Ressources qui ne vaudront plus de points de victoire à la fin. Mais par contre, du coup, j'aurai 16 points dans ce cas-ci, plus un maïs qui permettra d'éventuellement compléter une de mes lignes dans mon espace de stockage. Voilà, là, il faut que 2 ressources, mais évidemment, ça vaut moins de points. Là, 3 ressources, 17 points, et ainsi de suite au niveau des contrats.
Donc la petite échelle de fin de partie où on voit les différents points pour les différentes ressources. Hein. Donc un certain nombre de ressources valent 0, mais on l'a vu, voilà, les alpagas par exemple valent 0, mais si je combine avec une maison qui donne plus 1 aux alpagas, mes alpagas vaudront quand même 1. Et puis ensuite des ressources à 1, à 2, à 3 et à 4, le cas échéant. La partie se termine quand soit un des plateaux ici est complètement vide, donc on a pris toutes les ressources et ou toutes les cartes et ou toutes les charrettes, soit, et je ne l'ai pas mentionné, d'ailleurs c'est le dernier point que j'ai oublié, soit quand on ne sait plus compléter les extensions, c'est-à-dire que chaque fois qu'on achète des extensions, hein, les extensions c'est quoi? C'est ce qu'on va pouvoir mettre à côté de son plateau personnel. Et bien voilà, j'achète ce tour-ci, j'en prends une, et bien on va descendre et en remettre une nouvelle. Et bien si à la fin d'un tour on ne peut plus compléter, la partie se termine également. Dans les deux cas, que ce soit via les extensions ou via un plateau qui est vide, et bien on termine le tour en cours et puis ensuite on joue encore un tour complet. Et à la fin, on compte les points de victoire avec l'entièreté des ressources. Le plateau donc, que j'ai effectivement oublié d'expliquer, le plateau de nombre de ressources. Hein, vous avez vu au début, j'ai pris l'exemple où le joueur pouvait prendre 5 ressources au début de chacun de son tour. On commence à 4. Et c'est seulement quand on fait l'action se déplacer sur son plateau personnel, sur le chemin, qu'on va pouvoir descendre progressivement, d'abord 5, ensuite on reçoit un maïs, ici on descend à 6, et ainsi de suite, jusqu'à maximum 8 jetons ressources qu'on pourra récupérer au début de son tour. Et ensuite, le seul avantage de continuer, c'est d'avoir un maïs qui peut compléter sa ligne. Fin de partie, on additionne simplement les points, donc les points des ressources selon l'échelle que j'ai mentionnée ici. On additionne les points des cartes. On additionne les points donc, des bateaux. On additionne les points pardon, des maisons. Et ensuite, on fait la somme. Et celui qui a le plus de points à la fin de la partie, très logiquement, gagne. Donc on a un jeu qui est quand même relativement classique à la base, avec quelques bonnes idées, mais des idées inconnues, le backbuilding, le même auteur qu'il a déjà utilisé. Clairement le placement de ressources, l'optimisation, donc il y a pas mal de tactiques. Il n'y a pas énormément d'interaction parce qu'on ne peut pas vraiment gêner les autres et il n'y a pas de notion d'échange ou d'achat, de vente, de prendre une place que l'autre ne pourrait pas utiliser. Donc à la marge, si quelqu'un prend une carte qui nous intéressait, oui c'est un petit peu embêtant, mais c'est quand même limité. Par contre, ça tourne excellemment bien, on peut faire plein de choses différentes, les règles sont un tout petit peu longues à expliquer, mais après un tour, c'est réglé pour la vie, c'est très facile, très fluide, très clair, donc ça tourne très très bien, donc vraiment très sympa, très agréable. C'était la dégustation de Altiplano, de Rainer Stockhausen chez DLP Games, distribution Pixie Games, illustration Clemens Franz. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. À très bientôt.